Et pour cette table ronde, chers auditeurs, comme vous pouviez peut-être vous en douter, en tout cas comme ça avait été annoncé, ce matin, c'est la rentrée des classes et pour parler de la situation de notre école et de l'éducation en France, nous retrouvons Michel Valadier, le directeur général de la Fondation pour l'école, que vous connaissez bien, et Jean-Paul Brigelli, que vous connaissez tout aussi bien, qui a été enseignant pendant 45 ans en collège, lycée, classe de prépa. Il est agrégé de lettres et essayiste, auteur de La Fabrique du crétin, l'école à deux vitesses et dernièrement l'école sous emprise. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, bonjour aux auditeurs. Bonjour. Alors peut-être Bonjour à toutes les deux. pourrions-nous commencer par dresser le bilan, en tout cas le point de départ de notre éducation, de l'école en ce 1er septembre. Voilà. D'où partons-nous? Et puis ensuite, on pourra parler des défis qui sont à relever cette année, à la fois pour nos enseignants, mais aussi pour nos politiques, puisqu'aujourd'hui, c'est un sujet éminemment politique, bien évidemment. Michel Valadier, commençons par vous, votre constat sur la situation de l'école. Là, si on devait la photographier aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien, j'espère être un bon photographe. Il y a en ligne de fond, dans cette rentrée scolaire par rapport aux années précédentes, une sorte d'accélération de la chute de la démographie. Puisque l'année dernière, il manquait 55 000 élèves, cette année, nous sommes à 92 000 élèves en moins. Et dans les 5 années qui viennent, les projections laissent présager moins 800 000 élèves en 5 ans. Donc, cela se traduit très concrètement pour les Français par la fermeture de classes et dans un certain nombre d'endroits par des fermetures d'écoles. Donc ça, c'est une première chose. Donc ce phénomène des panneaux à l'entrée des écoles un peu partout en France va continuer de se développer, voire s'accélérer, puisque il y aura encore moins d'élèves dans un an. Ça, Les panneaux qui annoncent les les fermetures de fermetures, c'est classe. ça, oui, avec les protestations des parents, non à la fermeture de notre école, etc., etc. Avec des situations dramatiques dans les territoires ruraux. La deuxième chose qu'il est important de constater, c'est que l'incertitude politique empêche toute réflexion de fond, toute réforme. Nous avons eu 6 ministres en 2 ans. Et nous savons que Madame Borne rendra les clés de son ministère dans une semaine. Et tout cela, évidemment, empêche une réflexion de fond, à supposer que cette réflexion ait lieu pour essayer de sauver l'école du naufrage que nous observons. Du point de vue de la Fondation pour l'école, nous nous intéressons en particulier aux écoles libres dites hors contrat. Et la baisse de la démographie entraîne la fermeture de 5 000 classes dans les écoles publiques. Nous n'avons pas encore le chiffre des classes fermées dans l'école privée qui subit une pression évidemment de la part du ministère pour rendre des postes au nom d'une loi, d'un accord un peu technique 80-20, les accords Langue-Cloupet. Et donc nous supposons que 500 postes vont disparaître dans l'enseignement privé. Et fait observable et incontestable, les écoles libres hors contrat créent 400 classes. Donc le phénomène d'évitement qui est connu maintenant depuis plusieurs années, les parents qui le peuvent vont dans le privé, et puis les parents qui le peuvent créent carrément des écoles et pour essayer de pallier soit la disparition de l'école dans leur secteur, soit la mise en place d'une école qui mette de nouveau, si je puis dire, l'accent sur la réussite scolaire, savoir apprendre à lire, écrire, compter, etc. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser trop la parole. Je pense que M. Brigelli a des choses très intéressantes à dire. Vous nous parlez de ce phénomène d'évitement, et effectivement, Jean-Paul Brigelli, ce phénomène d'évitement dont nous parle Michel Valadier, c'est le symptôme de la déchéance de notre école publique et privée, en tout cas l'école qui était sous contrat avec l'État, quel que soit ensuite son statut, pour 2 raisons, à la fois l'ambiance de travail, la situation des élèves vis-à-vis des professeurs, qui est souvent dramatique avec ce manque d'autorité, mais aussi une baisse de niveau drastique. C'est ce que vous détaillez d'ailleurs dans votre ouvrage, donc La Fabrique du crétin. Est-ce que vous pourriez nous parler effectivement de la situation de l'école? Même question que pour Michel Valadier, à l'instant T. Quelles sont les conditions d'apprentissage de nos enfants et quel est ce niveau d'apprentissage? Vous posiez tout à l'heure la question de savoir où nous en étions. Nous sommes tout en bas et je vous rassure, on va y rester.
Hein, ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je salue notre interlocuteur et chers collègues, mais je voudrais préciser une chose. Il ne faut pas confondre le quantitatif et le qualitatif. Le quantitatif, ce sont effectivement des fermetures de classes, les salaires très insuffisants des enseignants, etc. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, le qualitatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on enseigne et comment on va l'enseigner. Personne n'en parle. Personne ne dit alors, Elisabeth Borne nous a fait un très joli catalogue à la rentrée il va y avoir des cours sur ceci, des cours sur cela, de l'initiation, aux espaces numériques, bla, bla, bla. Ce sont des réponses d'énarques ça, hein. Il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un article sur Elisabeth Borne est-elle une intelligence artificielle? Ou une intelligence artificielle? Et il faut bien comprendre une chose, c'est que tant qu'on ne définit pas l'école comme le lieu de la transmission des savoirs, voilà, lieu de la transmission des savoirs, on ne progressera pas. Tant qu'on associera les parents aux questions pédagogiques, on ne progressera pas. Moi, je veux bien associer les parents à toutes sortes de considérations pratiques, techniques, etc., mais ils n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont pas leur mot à dire sur ce que l'on enseigne. Sauf, et cela se trouve ces derniers temps, lorsque ce qu'on enseigne est idéologiquement borné, en quelque sorte. Dire que l'école doit, sous prétexte de l'accueil de chacun, etc., doit initier à la théorie du genre, etc., qui est, comme son nom l'indique, une pure théorie, hein, c'est-à-dire un fantasme de quelques personnes qui sont arrivées à faire croire que c'était une généralité objective. Euh, on ne progressera pas. Et tant qu'on ne se demandera pas à quoi sert l'école, à quoi sert l'école, et l'école sert à deux choses. D'un côté, à donner une base à tous les élèves, une base, c'est-à-dire savoir lire, écrire, calculer, compter, avoir quelques notions historiques et scientifiques. Et deuxièmement, ce à quoi elle sert véritablement, c'est à dégager une élite. Voilà, tant qu'on ne dit pas ça, et qu'on le dit froidement, hein, je vous rappelle, c'est le principe de ce qu'on appelle l'élitisme républicain. Au fur et à mesure, le goulot d'étranglement se resserre et on essaie de dégager véritablement des élites. Ce que l'on fait actuellement, c'est dégager une médiocrité généralisée. Mm. Alors effectivement, on va revenir sur cette question d'élite, puisque rien que ce mot-là a assez mauvaise presse dans notre société. Mais avant cela, Michel Valadier, sur l'association des parents, effectivement, Jean-Paul Brigelli soulignait la dérive idéologique dans laquelle se trouve l'école. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour les parents de laisser sereinement leurs enfants à des enseignants, ou en tout cas à l'école, ne sachant même pas ce qu'on va leur expliquer. Il y a toute cette théorie du genre, il y a toutes ces sensibilisations aux pratiques sexuelles. On en a énormément parlé, des choses qui sont parfois choquantes pour des enfants aussi jeunes. On a ces dérives idéologiques également concernant toutes les notions d'accueil, d'immigration. Enfin, ce sont des notions éminemment politiques qui ne devraient pas être abordées, en tout cas de cette façon-là, à l'école. Aujourd'hui, c'est le cas. Effectivement, beaucoup de parents s'impliquent dans l'éducation purement scolaire de leurs enfants parce qu'ils ont la sensation de devoir contrebalancer et essayer de se débrouiller pour éviter que leurs enfants soient abandonnés face à ces volontés-là. Oui, alors avant de répondre à votre question, je voudrais dire à Jean-Paul Brigelli que les chiffres, le quantitatif mentionné tout à l'heure, dit quelque chose du qualitatif. Et quand des parents retirent leur enfant de l'école publique pour le mettre dans une école privée, c'est parce que justement, ils veulent que leurs enfants apprennent à lire, écrire, compter, retrouver peut-être une plus grande homogénéité dans les classes, et puis surtout une ambiance de travail et des programmes qui sont annoncés et débarrassés de l'idéologie que vous dénonciez. En ce qui concerne la place des parents, je suis parfaitement d'accord avec Jean-Paul Brigelli. J'ai été chef d'établissement pendant 18 ans dans une école privée hors contrat où le lien avec les familles est très étroit, mais où il était très clairement établi que les parents doivent veiller à ce qu'il y ait une certaine forme de cohérence entre ce qui est dit à l'école et ce qu'ils veulent transmettre chez eux. Mais pour ce qui est du métier de professeur, eh bien, il fallait qu'ils laissent travailler les professeurs
Et c'était au professeur de donner la ligne en termes de programme. En ce qui concerne l'idéologie, je voudrais dire deux choses sur les parents, la place des parents, notamment dans l'environnement du public. Il y a une sorte de paradoxe qui consiste à évacuer les parents en les déresponsabilisant sur un certain nombre de choses. Et il arrive même que certains parents ont témoigné que leurs enfants font la morale aux parents en rentrant à la maison parce que ceux-ci pratiquent un tri sélectif qui est un petit peu vague, alors qu'à l'école, on leur a dit que c'était très important de trier les poubelles. Et les parents se retrouvent mis de côté, mis sur la touche. Quand Madame Borne, lors de sa conférence de presse de la semaine dernière, dit qu'il faut recréer un lien avec les parents et donne comme solution d'organiser une réunion de parents par an, à la rentrée si possible. Mais que voulez-vous? C'est dérisoire. C'est dérisoire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tous les directeurs qui continuent de faire cette fameuse réunion annuelle qui existe dans la plupart des écoles se sentent blessés, humiliés. Et que les quelques directeurs qui visiblement ont renoncé à cette réunion, qui est largement insuffisante. C'est non seulement une réunion par an qu'il faut faire, mais des rencontres parents-professeurs tout au long de l'année pour s'occuper de quoi? C'est pour s'occuper de l'élève, pour s'occuper de quoi? Du progrès de l'élève, de nourrir cet élève, chaque élève individuellement. Eh bien, ce n'est pas un ministre annoncé en conférence de presse le fait que certains chefs d'établissement ont visiblement renoncé à organiser cette réunion de parents. Pourquoi? Pour éviter une sorte de duel, comment dirais-je, de réunion difficile entre des parents qui viennent avec une liste de revendications, qui ayant été déresponsabilisés, infantilisés, ne trouvent plus la bonne place qui doit être la leur aux côtés de l'école pour accompagner l'école et pour leur rappeler qu'ils sont les premiers éducateurs. Prenez le programme EVARS, mettez de côté le contenu qui a déjà été dénoncé sur cette antenne, etc. Le principe même que la question de la transmission de la vie soit traitée d'abord par l'école, en priorité par l'école, de façon progressive, adaptée, soi-disant, est déjà quelque chose d'inacceptable. Qu'ont fait les associations de parents d'élèves, les grandes associations de parents d'élèves publiques et privées? Rien. Jean-Paul Briguelli, peut-être une réaction à ce que nous explique Michel Valadier. Alors, je voudrais d'abord qu'on se dépatouille de ces deux notions d'éducation et d'instruction. L'école est là pour instruire. L'éducation est du ressort des parents, strictement des parents. Alors, je ne voudrais pas jouer le jeu de c'était mieux avant, mais enfin, quand j'étais moi-même élève, jamais, je dis bien jamais, mes parents ne sont allés voir les professeurs. On allait voir les profs que lorsqu'il y avait un problème lourd de discipline. C'était extraordinairement rare et ça suffit. Voilà. C'est certainement pas les parents faisaient confiance à l'école. Pourquoi est-ce qu'ils ne font plus confiance à l'école? Parce que la formation des maîtres, à travers les IUFM, SP, INSPE et autres structures pédagogistes, la formation des maîtres a laissé de côté l'essentiel, c'est-à-dire l'instruction, c'est-à-dire savoir, véritablement, pour se balancer sur le savoir-être, savoir accepter, savoir faire ami-ami, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont encore plus lourdes que ce dont nous venons de parler. Lorsque vous avez des maîtres, moi j'ai vu ça au lycée Thiers à Marseille où j'ai longtemps professé, une quarantaine de profs sont mis sur le perron du lycée avec des drapeaux palestiniens. Alors, il va bien falloir, d'une façon ou d'une autre, interdire aux maîtres de faire entrer le monde dans les établissements scolaires. Ce n'est pas une pensée réactionnaire. C'était Jean Zay, le grand ministre de l'Éducation du Front populaire, qui disait il faut que l'école soit à l'écart du monde. Voilà. C'est extraordinairement, vous comprenez, c'est très facile de culpabiliser des enfants sur le sort des petits ceci, des petits cela, etc. Bon, mais ce qui est essentiel, c'est de leur apprendre à lire. Alors, même chose, par exemple, sur les programmes d'histoire, qui sont terriblement idéologisés par des maîtres qui le sont eux-mêmes. Et je vous rappelle que l'idéologiste Hannah Arendt, qui en avait fait la plus belle définition, elle a dit c'est ce qui n'a aucun rapport avec la réalité. Lorsqu'on fait des cours d'histoire qui sont la mise en cause du colonialisme, du privilège blanc, bla, 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 ça ne peut pas marcher. Les enfants, Dieu sait qu'ils sont réceptifs, à 7, 8, 10 ans, 12 ans, ils vont rentrer chez eux en disant « Papa,
tu es un sale blanc, fils de colonisateur, etc. Bon, alors, l'histoire est ce qu'elle est. Parce qu'à ce moment-là, si on écoute les revendications des uns et des autres, moi, demain, je vais écouter les revendications des Romains demandant qu'on leur rende l'Empire. Mmh. Vous voyez? Voilà, il faut bien comprendre les choses. On est dans on devrait enseigner une histoire factuelle, chronologique, qui permette de savoir où on est. Et je vous rappelle que ceux qui font l'école la plus idéologique qui soit actuellement, c'est l'Algérie. Hein, c'est-à-dire que les immigrés qui nous arrivent avec une formation idéologique monstrueuse dans laquelle nous sommes désignés comme les agresseurs, les enfumeurs, Ouais, etc., etc., responsable de etc. tous les maux. Alors que nous avons créé l'Algérie, Mmh. voilà, et il faut le dire, et que nous leur avons laissé un pays en état de marche dont ils ont fait véritablement des locs. Alors, on va se recentrer un peu sur le sujet dans sa globalité, même si effectivement il y aurait beaucoup à dire, chapitre après chapitre dans ce qui est enseigné aujourd'hui à nos enfants en histoire ou en français, et dans bien d'autres matières d'ailleurs. Il y a un auditeur en direct qui dit: «À mon époque, redoubler était un échec, aujourd'hui c'est une chance». Alors, de là à dire que c'est une chance, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin tout de même, ça me permet de rebondir sur, cette question des élites qui doivent être formées à l'école qui a été abordée par Jean-Paul Brigelli. Michel Valadier, aujourd'hui, on a des écoles qui ouvrent justement des places pour les élèves qui viennent de zones où l'éducation, clairement, n'est pas au niveau, et donc on réserve une place dans nos écoles d'élite pour des élèves qui n'en ont pas le niveau, donc sous prétexte d'égaliser les chances de chacun. Est-ce que justement on ne devrait pas retrouver ce sens de l'élite en France? Bien évidemment. D'ailleurs, quand on est d'une approche idéologique, la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est de prendre le réel en pleine face. Mmh. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Sciences Po Paris. Je crois avoir lu que les règles pour entrer à Sciences Po vont être légèrement modifiées après des années de recrutement, comment dirais-je, Par concours. enfin, complètement surréaliste. Bah, évidemment, le résultat à l'arrivée, c'est que contre les faits, on ne peut rien faire. Et les idéologues ont tendance à ne pas voir, mais il y a quand même suffisamment de signaux. Je pense que la question de l'élitisme est évidemment très, très, très mal vue, et qu'il faut en faire un peu de pédagogie. Et comme l'a dit Jean-Paul Brigelli, c'est donner à chacun sa chance au départ, et puis permettre à ceux qui ont davantage les talents, qui ont davantage travaillé aussi, d'aller plus loin. Il n'y a pas si longtemps, la proportion de bacheliers dans ce pays était de 15%. Et cela dit quelque chose. Vous allez Mmh. en Suisse, la proportion d'élèves qui font des études supérieures est de 15%. Et je ne crois pas que la Suisse soit un pays du tiers-monde et qui, comment dirais-je, où il fait mal vivre. Donc, les Allemands aussi ont des leçons à nous donner. Mais lisez les livres de Jean-Paul Brigelli, vous apprendrez plein de choses là-dessus. Je pense qu'il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que là, nous dénonçons, nous faisons le constat, et c'était votre question. Mais la question qui se pose, c'est comment en sortir. Ouais. Comment en sortir. Malheureusement, aujourd'hui, les parents qui ont pris conscience du danger pour leurs enfants, qui essayent de compenser ce qui est une mauvaise chose, mais qui jouent un rôle qui ont une fonction vicariante sur l'instruction de leurs enfants. En voyant que les enfants ne travaillent pas à l'école, eh bien, il y a 30 ans, on achetait les livres Bochet en grande surface pour leur compenser la méthode globale par une méthode syllabique. Aujourd'hui, des parents qui sont un peu conscients de l'effondrement font travailler leurs enfants alors qu'ils n'ont pas de travail à faire. Mmh. Vous vous rappelez la méthode Blanquer qui consiste à dire à l'école, quand on rentre le soir chez soi, on n'a rien à faire. Ce qui évidemment n'est pas la meilleure chose pour faire travailler l'intelligence des élèves, quel que soit leur âge. Donc cette compensation crée de mauvaises habitudes, parce que du coup je m'intéresse à ce que le professeur devrait faire, qu'il ne fait pas, etc. Donc on est dans une espèce de spirale négative. Mais comment en sortir? En 10 secondes, En Michel 10 secondes. Valadier. Les solutions existent, elles sont politiques, malheureusement, c'est de redonner le pouvoir au chef d'établissement. Mmh.
et de pouvoir tester en grandeur nature, auprès de 300, 400 chefs d'établissement, leur redonner le pouvoir de reprendre la main sur les programmes, de prendre la main sur le recrutement des professeurs. Et quelles que soient les zones, quels que soient les endroits, même dans des dans des zones très populaires, des chefs d'établissement qui se comportent en patron de leur établissement pourraient, en 2 ans ou 3 ans, montrer qu'il y a une solution. C'est de respecter le réel, c'est de partir des enfants, c'est de s'occuper des enfants et de rester sur les fondamentaux. Merci Michel Valadier, merci Jean-Paul Briguelli. On a dressé un gros constat de la situation. On reste maintenant à évoquer les solutions et on vous réinvitera pour en parler, puisqu'on imagine que de toute façon, cette semaine de rentrée, les déclarations vont se multiplier. Donc on aura nécessairement un sujet à aborder à notre antenne. Merci donc Jean-Paul Briguelli d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi Michel Valadier. Et puis je vous dis à très bientôt, je l'espère.